Bien, bonjour à tous. Effectivement, comme tu l'as dit, Lucie, la multimodalité, c'est un sujet qu'on retrouve énormément dans le learning, dont on parle beaucoup aujourd'hui, sauf qu'on se rend compte que certains ne savent pas précisément ce que c'est, ou surtout, comment est-ce qu'on met en place une multimodalité efficace. Donc voilà, moi j'ai le plaisir d'être accompagné de Victor aujourd'hui, avec qui on a travaillé chez Quark pour créer un parcours multimodal pour les FAB. Et donc l'idée c'est justement de voir un petit peu comment est-ce qu'on s'y est pris pour créer un parcours multimodal efficace, et puis qu'on puisse avoir un peu le retour d'expérience de Victor. Donc pour commencer, une petite définition finalement toute simple de la multimodalité. Comme le disait Lucie, en fait, il ne s'agit pas de mélanger des tas de formats et de faire une espèce de patchwork. L'idée, c'est vraiment d'avoir un parcours cohérent et de réfléchir en quoi les modalités qu'on va mettre en place vont vraiment servir l'apprentissage. Donc, dans de la multimodalité, on peut avoir différents formats. Je vous en ai mis quelques-uns. C'est une liste qui est vraiment non exhaustive. On peut avoir de la vidéo pédagogique, de l'infographie, du podcast. Et si je vous donne un exemple concret, imaginons une formation qu'on ferait en sécurité industrielle. On pourrait par exemple mettre de la vidéo pédagogique d'abord pour lister les risques, avoir un peu tout l'aspect théorique. Ça, la vidéo pédagogique, ça fonctionne très très bien pour ce genre de choses. Quand il y a des éléments qu'on a besoin de revoir, qu'on a besoin de prendre le temps d'intégrer. Alors, j'ai la présentation qui est folle, sans que j'appuie sur le bouton. Donc, la vidéo pédagogique pour la liste des risques. On peut avoir une infographie interactive qui va vous permettre de voir la chaîne de décision, par exemple. Ça peut être un bon moyen de modéliser, de voir chacune des étapes des chaînes de décision au moment où un risque se présente. On peut avoir un podcast qui permet de mémoriser les bonnes pratiques, d'avoir une sorte de prise de recul. On peut avoir de la réalité virtuelle, toujours pour une formation en sécurité industrielle. Ben là, c'est un format qui est idéal pour se mettre en condition, pour être vraiment en immersion et vivre la situation de risque et vraiment pouvoir s'y préparer. Et puis, ben, on va avoir, par exemple, le cours synchrone qui lui-même peut être composé de différentes modalités, qui va servir, cette fois, à débriefer, à consolider, à affiner ce qu'on a appris avec le formateur qui reste l'expert et un peu le fil conducteur de tout ce parcours. Alors, on va commencer par se présenter. Victor, si tu veux bien nous parler un petit peu de l'EFAB et puis de la raison qui t'a poussé à développer ce parcours multimodal. Bonjour à toutes et à tous, je suis le directeur de l'EFAB qui est une école d'immobilier qui est présente sur l'ensemble du territoire et on a des formations de Bac+2 à Bac+5 dans 3 grandes filières qui sont la promotion, c'est-à-dire la construction, la transaction, la partie vente et puis la partie gestion. Et l'un des modules, on a fait plusieurs modules de cours ensemble avec Quark et l'un des modules était sur la question de préparer nos étudiants à un élément que vous connaissez toutes et tous qui est l'état des lieux lorsqu'on rentre dans un appartement, que ce soit pour de la location ou pour de la vente. Et c'était problématique pour nous parce qu'on n'a pas d'appartement en réel, bien évidemment, dans nos écoles. On n'a pas de lieux commerciaux ou de lieux d'habitation. Et ça veut dire que nos étudiants se retrouvaient sur le terrain directement à devoir découvrir cette partie-là sans avoir pu l'expérimenter. On a voulu la préparer en amont avec eux. Et la réalité virtuelle qu'on a mis en place, c'était l'un des éléments majeurs qui a été intégré dans le dispositif de formation avec succès. Voilà, bah effectivement, on a commencé par des expériences de réalité virtuelle et ça a été le premier pas pour créer un véritable parcours multimodal. Et donc, bah, je pense que Victor avait choisi le bon interlocuteur parce que, effectivement, notre spécialité chez Quark, c'est justement la digitalisation de formation et dans différents formats. On a d'abord des experts en ingénierie pédagogique, voilà, toute une équipe conseil qui est capable d'analyser des parcours complets et de réfléchir pour construire quelque chose de cohérent et qui fonctionne bien et d'accompagner les équipes pédagogiques pour la mise en œuvre de ce parcours. On a également une grosse bibliothèque de contenus sur étagère. On propose des contenus sur mesure. On a nos propres studios en interne qui nous permettent de faire très facilement du vidéo learning, du podcast, et puis des équipes techniques qui sont formées également à faire de la VR. Par ailleurs, on propose des outils EdTech voilà, qui peuvent faciliter les choses pour les formateurs, notamment GoodGrades, qui est un assistant de correction de copie par IA, qui permet vraiment de faire une correction complète de rédaction avec un feedback pour chaque question, d'établir son barème. Enfin, voilà, énormément de possibilités qui facilitent la vie des formateurs. On a un autre outil qui s'appelle BlendGen, qui est aussi
à base d'IA et qui permet de créer très facilement son micro-learning avec des avatars, avec tous les bons principes d'une vidéo pédagogique. Et puis, on a un organisme de formation qui s'appelle Digital Trainer, qui lui est spécialisé dans la formation de formateurs. Donc, c'est un des outils de toute la panoplie nécessaire pour mettre un parcours multimodal parce que grâce à nos formations Digital Trainer, on peut accompagner les équipes pédagogiques dans la mise en place de ce type de parcours. Pour revenir un petit peu plus précisément au sujet de la multimodalité, donc effectivement, on en parle énormément en ce moment et on pourrait se poser la question si on est sur un effet de mode ou véritablement sur une tendance de fond. J'ai récupéré en fait le nombre d'occurrences dans tous les écrits de la littérature scientifique ou des écrits universitaires, des publications universitaires, pour observer en fait à quelle fréquence le terme de multimodalité est utilisé. Et vous voyez, ça a été commencé, les experts ont commencé à l'utiliser timidement dans les années 50, et puis c'est à partir de 2010 que ça s'est envolé en flèche. Et donc, c'est assez logique que ce soit à partir de 2010, parce qu'avec l'essor de toutes les technologies, c'est là qu'on a pu développer énormément de formats pour faire de la multimodalité. Donc, de ce fait, je pense qu'on peut considérer que c'est plutôt une tendance de fond parce que ce n'est pas un pic à un moment donné, c'est vraiment progressif. Et on voit qu'il y a un intérêt de plus en plus fort pour ce type de parcours parce que les résultats sont là. Un autre indice qui nous montre que c'est quelque chose qui va s'installer dans la durée, c'est le fait que la plupart des plateformes LMS aujourd'hui sont des LCMS, c'est-à-dire que c'est également un outil auteur qui va vous permettre de créer différents types de contenus. Donc c'est bien la preuve qu'il y a une demande, qu'il y a une vraie volonté d'aller vers la multimodalité et donc de créer énormément de choses, une variété de formats disponibles. Il y a un consensus scientifique aussi sur la multimodalité. Alors j'ai consulté différentes études. Les chiffres ne sont pas exactement les mêmes, parce que vous le savez, les études, on peut leur faire dire un peu ce qu'on veut, et puis ça dépend aussi de l'échantillonnage. Mais ce qu'on remarque, c'est que toutes sont unanimes sur le fait que ça a de véritables vertus en termes d'apprentissage. Par exemple, voilà, sur la rétention d'informations, on se rend compte que les connaissances dans la durée s'inscrivent jusqu'à plus 60%. Les scores aussi aux examens peuvent être jusqu'à plus 54% plus élevés quand on a un parcours multimodal qui est riche et qui est bien pensé. Et puis surtout, il y a un meilleur engagement par la diversité de ce qu'on propose aux apprenants et le fait que ça leur permette aussi d'avoir un peu plus d'autonomie parce qu'il y a des formats en distanciel, asynchrone. Voilà, on a un parcours qui est vraiment multimodal, qui est riche et qui permet finalement de beaucoup moins se lasser. Et vous le savez, pour un apprenant, c'est important d'apporter de la diversité dans ce qu'on lui propose. Un petit quiz sur... Ah ben maintenant, ça ne marche plus. Voilà. Un petit vrai-faux. Alors, nous aussi, on va mettre un peu d'interactivité dans nos échanges. Un petit vrai-faux sur ce qu'on pourrait penser de la multimodalité. Première affirmation, plus on ajoute de formats, mieux c'est. À main levée, vous diriez vrai. Qui dirait vrai? Qui dirait faux? Ah, vous êtes trop fort. Effectivement, c'est faux. L'idée, c'est pas d'avoir tout un patchwork de formats, c'est vraiment de choisir les quelques bons formats au service de la compétence, au service de ce que vraiment on veut faire apprendre aux apprenants. Bon, là, il y a la réponse suivante qui s'est déjà affichée. C'est pas de ma faute. Chaque modalité correspond à un profil d'apprenant. Eh bien non, c'est faux. C'est plutôt le moment d'apprentissage qu'il faut viser. Il faut essayer de réfléchir en fait à ce qu'on veut faire travailler à l'apprenant. Est-ce qu'on est dans une démarche de découverte, d'immersion, de consolidation? Voilà, c'est ça qui va nous guider dans le choix des modalités. Et enfin, dernière option, la multimodalité, c'est plutôt pour du distanciel. Qui dit vrai? Qui dit faux? Ah, mais alors vraiment, j'ai rien à vous apprendre. Hein, donc effectivement, c'est faux. Et d'ailleurs, dans beaucoup de parcours, le présentiel reste la modalité dominante. Et d'ailleurs, c'est le cas dans les parcours de l'EFAB. Et en fait, l'idée, c'est que tous les éléments de multimodalité qu'on va rajouter, il ne faut pas que ce soit artificiel, il ne faut pas que ce soit des choses qui viennent se greffer de façon artificielle sur le parcours, mais que ça ait une vraie cohérence avec l'ensemble du parcours d'apprentissage tel qu'il a été pensé. Bon, cette fois, on va détailler un petit peu plus justement ce qu'on a créé avec les FAB. Donc, comme je vous le disais, le présentiel reste le temps majoritaire et c'est finalement le formateur qui reste le fil conducteur
de l'ensemble du parcours. Et puis, la première étape, ça a été de créer des modules en réalité virtuelle. Donc, comme le disait Victor, on a développé 4 modules. L'état des lieux d'un bien immobilier, donc d'un appartement T2 et d'un local commercial, parce que ce ne sont pas les mêmes enjeux pour les apprenants, donc il fallait qu'ils puissent s'exercer à ces 2 types d'activités. Et puis, la gestion locative, que ce soit dans les parties communes ou dans un appartement. Voilà, donc ils ont pu travailler tout ça en détail. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot sur ces expériences VR? Alors, effectivement, par rapport à ce qui est expliqué, sur la mise en pratique, c'était absolument génial parce que ça permet, en premier lieu, il y a plein d'avantages. Mais le premier avantage, c'est que ça nous a permis de faire travailler, et ça nous permet de faire travailler nos étudiants avant même qu'ils aillent sur le terrain, sur des dispositifs qui pourtant sont très techniques. J'insiste là-dessus parce que je pense que dans plein de situations, par exemple l'industrie dont parlait Florian tout à l'heure, ça peut être tout à fait transférable. Jusqu'à maintenant, nos étudiants en fait ils savaient comment faire un état des lieux, mais de façon purement théorique. Et là, alors l'état des lieux ou gestion locative d'ailleurs sont des choses assez similaires. Et en fait, maintenant, quand ils arrivent sur le terrain, que ce soit en apprentissage, en stage ou en réalité professionnelle, ils ont déjà été préparés à ça, pas uniquement avec du descriptif et de la révision, mais avec une mise en situation, puisqu'ils ont dans les modules qui sont faits, ils ont des appartements qu'ils vont visiter avec toute une série de choses qu'ils doivent vérifier, qui sont des vérifications juridiques, légales, absolument essentielles. Donc ça, c'est un premier point. Ils le font par la VR. Et le deuxième point qui vient consolider l'apprentissage, c'est qu'ils ont la possibilité de revenir dessus par la plateforme sur leur ordinateur. Et donc, une première mise en situation pratique qu'ils ont dans le quotidien, dans le cadre de leur apprentissage, ils peuvent répéter la situation le soir ou à d'autres moments pour bien retenir les différents éléments qui sont importants. Voilà, et effectivement, comme je vous le disais, quand il s'agit de faire une expérience VR, il ne faut pas faire de la VR pour faire de la VR. Il faut vraiment qu'il y ait un objectif derrière. Et là, c'était le cas. C'était vraiment d'être en immersion et de se préparer à ce type d'exercice. Et puis ensuite, Victor a proposé quelque chose qui fonctionnait très très bien. C'était d'ajouter un témoignage, le témoignage d'un chasseur d'appartements. Et ça vient introduire les expériences VR. Et tout l'intérêt, c'est de contextualiser, de vraiment se projeter, d'avoir un professionnel qui vous explique un petit peu comment ça se passe, quels sont les enjeux, pour vraiment, après, une fois qu'on est dans l'expérience VR, avoir tout ça en tête et profiter au maximum de l'expérience. Donc on a fait un petit montage vidéo, j'espère qu'il va se déclencher, qui vous montre un petit extrait à la fois de ce témoignage introductif et puis des modules en réalité virtuelle. Bonjour, Étienne de Chasseurs d'Appart, je vous invite aujourd'hui sur le terrain avec moi pour vous parler de mon métier, de mes astuces et tout ça en 2 minutes chrono. Vous êtes sur le point de réaliser un audit technique des parties communes. Identifiez les problèmes visibles et cliquez sur les étapes correctives ci-dessous par ordre de priorité de 1 à 4 pour améliorer la sécurité sur le parking. Alors quand on visite un bien, ce qui est hyper important, c'est la performance énergétique du bien. Donc tout de suite, on va regarder les fenêtres, dans quel état elles sont, et l'isolation. Hyper important. Je vais vous dire, il y a 2 pièces qui mettent tout de suite la puce à l'oreille. La salle de bain, la cuisine. Parce que comme c'est des pièces d'usure qu'on utilise tous les jours, on voit tout de suite l'état de l'appartement, s'il est en bon état, pas en bon état. Un convecteur mural est installé sous la vitrine. Il chauffe peu et le locataire s'en plaint dans l'état des lieux de sortie. Bien gérer un état des lieux de sortie, c'est tout écrire déjà. Alors à quoi ça sert? C'est pour éviter le conflit, évidemment. Une fois que tout est écrit noir sur blanc, il n'y a pas de conflit, il n'y a plus de problème. Ouais, juste par rapport au dispositif pédagogique, c'est vrai qu'on a rajouté le témoignage qui trouve qu'Étienne est un de nos anciens étudiants, un diplômé. Et alors ça a permis de rajouter un élément qui était l'appropriation des étudiants au métier, la projection. Là, ce n'est pas de la pédagogie pure, mais c'est l'engagement de l'étudiant dans le dispositif qui venait compléter. Et pour l'effet paillettes, waouh, ça a super bien marché. Ouais, c'est ça, ça vient vraiment amplifier finalement l'expérience qu'ils vont vivre derrière. Ensuite, la modalité suivante qu'on a mis en place, c'est du vidéo learning, mais vraiment la même chose en fait, en réfléchissant, pas en termes de format, mais plutôt par rapport à l'objectif visé. Et comme je vous le disais, le vidéo learning, pour tout ce qui est vraiment très théorique, c'est un format qui est efficace. Donc, c'est la raison pour laquelle on a développé des modules sur la loi Allure, voilà, donc le législatif qui nécessite vraiment de retenir des éléments presque par cœur. Et donc là, le vidéo learning convient très très bien pour le faire.
Et puis le podcast, ça c'est le projet qu'on va développer ensuite. La vertu du podcast, c'est en fait de pouvoir faire un pas de côté. L'avantage aussi, c'est que c'est quelque chose qu'on peut écouter dans les transports, qu'on peut écouter chez soi. Et donc, il y a plusieurs applications intéressantes pour le podcast. On peut l'utiliser pour faire de la révision. On peut l'utiliser pour un apport culturel. Par exemple, pour des étudiants en immobilier, ça pourrait être un apport culturel sur les différents types d'architecture. Voilà, il y a des choses intéressantes qui peuvent être faites et on est en discussion là-dessus pour justement continuer d'agrémenter un peu ce parcours multimodal. Sachant que le podcast, même chose, ça peut être composé d'interviews, par exemple, de gens qui sont inspirants. Ou alors, on peut aussi raconter une histoire, d'avoir quelque chose de très créatif et qui permet de s'imaginer tout un univers et de s'immerger. Et donc, voilà, c'est une modalité qui est également très efficace. Si je peux ajouter un point par rapport à ces dispositifs, moi, ce qui m'a semblé aussi intéressant, c'est de les envisager pas uniquement dans le cadre d'un dispositif pédagogique, mais aussi de voir l'utilisation qu'on peut avoir dans d'autres situations. Alors j'y pense notamment parce qu'on est sur un salon. Le dispositif dont on a parlé en premier, qui est la question de la visite virtuelle, état des lieux, etc., on l'a mis soit sur ordinateur, soit sur casque de VR, donc on voit des exemples là sur ce salon. Et en fait, on l'utilise sur des salons, on l'utilise dans des forums emploi, dans des temps de découverte métier, et ça permet aussi d'avoir des futurs étudiants ou des personnes qui peuvent être intéressées et de les mettre en immersion sur un temps très court. Ce n'est pas le dispositif pédagogique complet, mais finalement avec un système pensé initialement pour la pédago, on l'a pensé aussi pour qu'il puisse être utilisé dans d'autres situations, ce qui nous fait un avantage quand même qui est assez chouette. Voilà, et donc maintenant on va passer aux résultats. Alors là, je vais plus te laisser la parole parce que c'est pas moi qui suis le mieux placé pour dire si ça fonctionne ou non. Qu'est-ce que tu peux déjà conclure des premiers effets de ce parcours multimodal qui a été mis en place? Alors, de façon empirique en tout cas, pas scientifique comme les chiffres que tu as donnés tout à l'heure, mais de façon empirique, le résultat il est extrêmement fort. L'un des éléments majeurs, le premier peut-être sur lequel moi je n'avais pas anticipé que ça aurait une implication, un impact aussi fort, c'était justement la dynamique d'apprentissage qui était augmentée pour les étudiants. Je m'explique, pour moi j'avais un focus qui était vraiment sur ce contenu-là, comment ça va être impacté chez les étudiants, ça va les aider pour leur insertion professionnelle. J'étais très sur le périmètre en lui-même. Et finalement, l'un des impacts majeurs que cela a eu, c'est qu'on a intégré en multimodal, justement, en utilisant plusieurs dispositifs, on a intégré ce dispositif dans un cours d'ensemble et l'implication des étudiants dans le cours d'ensemble a été démultipliée. C'est comme si finalement ça leur avait donné une énergie supplémentaire pour apprendre ce dispositif-là, apprendre les contenus et pour se donner plus d'énergie dans leur apprentissage au quotidien. On a déjà eu des feedbacks aussi de la part des entreprises. Ça reste très empirique et puis c'est récent le dispositif et on l'a mis en place pour la première année. C'est que justement les entreprises nous ont dit en fait c'est chouette parce que quand ils arrivent, même si derrière on doit faire une repasse pour leur expliquer et faire des situations réelles et qu'on les accompagne pour les premiers états des lieux, en fait ils avaient déjà une approche qui était au-delà de la connaissance, qui était déjà pratique. Donc ça c'était vraiment, vraiment chouette. Je reviens sur un élément dedans, je ne suis pas capable de là non plus de mesurer, mais le fait d'avoir utilisé un témoignage réel et en l'occurrence d'un ancien étudiant qui était passé, alors qui a un effet chouette pour nos étudiants, parce qu'il est passé sur M6, etc. Je pense qu'il y a eu un effet adhésion qui était aussi important par rapport à ça. Et puis, un autre élément qui était intéressant, anticipé en partie, mais qui était encore plus fort que ce que je ne pensais, c'est que le fait d'aller travailler ce système pédagogique-là avec nos équipes pédago, là aussi, ça nous a remis un boost. C'est-à-dire que finalement, on a utilisé un système qu'on n'utilisait pas jusqu'à maintenant, qui a permis de repenser le schéma d'apprentissage, de repenser le parcours et puis de réalimenter aussi les autres dispositifs qui venaient autour pour se plugger autour de ce système-là. Et donc en fait, ça a redonné un coup de fouet sur nos cours qui, sur ce type de contenu, est quand même assez juridique, assez technique, un peu rébarbatif, si je peux me permettre de le dire comme ça, gentiment. Et comme je n'ai pas de profs qui sont avec moi aujourd'hui, ça va, je peux le dire. Merci Victor. Et donc, on arrive un peu aux conclusions. Si on devait donner 4 conseils, on peut en donner bien plus, mais pour résumer, 4 conseils pour réussir son projet multimodal, le premier conseil, c'est de garder en tête que le présentiel peut rester majoritaire. Ça peut vraiment être la colonne vertébrale du parcours et ce n'est pas du tout antinomique avec le fait de mettre de la multimodalité, à condition de réfléchir la multimodalité non pas comme des ajouts qui seraient accessoires, mais vraiment comme aussi une manière d'influer une dynamique. Le deuxième conseil, c'est qu'on ne cherche pas
à équilibrer les modalités, mais plutôt à les orchestrer. Toujours penser que ça doit être au service d'une compétence ou d'une partie de la compétence, comment est-ce qu'on veut la faire acquérir à l'étudiant, du coup, qu'est-ce qui conviendrait en termes de modalités. Penser usage avant format, ne pas se dire « Ah, moi, je veux absolument faire de la VR, moi, je veux absolument faire du vidéo learning », mais d'abord se dire où est-ce qu'on va pouvoir un petit peu repousser les limites, essayer d'améliorer les résultats des étudiants et leur engagement. Et c'est à ce moment-là que le format va devenir une évidence. Et puis le dernier conseil, c'est d'embarquer les enseignants, parce que comme je vous le disais, les formateurs, les enseignants, ce sont eux qui vont être le fil conducteur. Et si quelque part on leur impose différentes modalités qui arrivent un peu tombées du ciel, ils ne vont pas s'en emparer et il n'y aura pas ce lien un peu magique qui va se faire entre les différents formats qui sont proposés et le présentiel. Donc pour ça, en fait, on peut aussi les former. On peut aussi former les formateurs, c'est ce que je vous disais, on a un organisme de formation nous, qui est destiné à ça, pour les aider à comprendre qu'est-ce qu'un dispositif multimodal et puis comment est-ce qu'on le met en œuvre en tant que formateur, même si on ne produit pas soi-même les contenus, comment est-ce qu'on crée cette harmonie dans le parcours. Voilà. Et pour conclure, donc la multimodalité, ce n'est pas multiplier les formats, c'est multiplier les occasions d'apprendre. Aujourd'hui, la vraie tendance dans le learning, c'est plutôt de penser en termes d'expérience apprenant, comment est-ce que sur l'ensemble du parcours, je vais vraiment faire vivre une expérience à mon apprenant. Et puis surtout sortir de ce modèle où on fait uniquement de la transmission de savoir. Ce qu'on cherche avant tout, c'est transformer ce savoir en savoir-faire, qui a une transférabilité sur le terrain. Et la multimodalité, notamment grâce à la VR, ça permet ça. Ça permet vraiment de se sentir apte à exercer son métier en sortant de la formation et pas seulement avoir toutes les connaissances et finalement ensuite découvrir le monde réel et puis faire comme on peut avec les outils qu'on nous a donnés. Voilà, merci à vous. Coucou Florian et Victor, il nous reste 3 minutes. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Si vous n'avez pas de questions, c'est moi qui les pose. Enfin, ok. Je trouve ça vraiment intéressant, cette notion de ne pas tout mélanger. On le voit trop dans les entreprises. Hein. C'est la tendance des serious games, la tendance de la VR. On fait de la tendance, on fait de la tendance, on ne réfléchit pas au fond. Oublions cette présentation. Il y a un fantôme. Ouais. C'est pas de votre faute, je pense. Donc, qu'est-ce que finalement, votre ingénierie pédagogique, elle se base sur quoi chez Quark? C'est-à-dire, en plus on est à l'ère de l'IA, donc j'en suis sûre que vous utilisez aussi beaucoup l'IA, certainement, enfin, j'imagine. Mais en fait, finalement, quelles sont les valeurs de fond quand vous construisez des modules dans la multimodalité? Je pense que ça peut intéresser beaucoup de gens. Nous, nos clients, de toute façon, ce sont des écoles ou des entreprises. Ce qu'on va chercher à faire en premier lieu, c'est pas de tout bousculer et d'imposer nos solutions. L'idée, c'est déjà d'examiner en fait ce qui est en place et puis voir ce qui fonctionne. Et ensuite, nous, ce qu'on va apporter, c'est des choses qui vont permettre d'amplifier, de peut-être corriger des choses qui ne fonctionnent pas très bien. Et c'est là qu'on va proposer les outils qu'on a à notre disposition, que ce soit le podcast, la VR, avec un véritable objectif derrière. Oui, je peux illustrer là-dessus parce que quand on est arrivé, quand on a commencé à travailler ensemble, en toute honnêteté, on est arrivé avec déjà un parcours pédagogique, on avait des idées assez arrêtées sur ce qu'on voulait faire et finalement on est allé voir Quark plutôt pour la partie techno qu'on n'avait pas en maîtrise chez nous en se disant bah, nous on veut, vous nous faites ça, vous nous faites ça, vous nous faites ça. Puis ça ne s'est pas vraiment passé comme ça et fort heureusement, c'est-à-dire qu'en fait on est rentré dans un dialogue et une construction. Ils nous ont aidé à identifier des points qu'on n'avait pas forcément bien calés. Ils ont fait des propositions diverses. On a complété entre le schéma que j'avais initialement lorsqu'on a lancé le projet et la réalité, le final. Il y a fort heureusement un écart très positif grâce à vous. Merci. Le stand de Quark, il est où? Alors je ne sais pas par cœur. C'est la dernière slide si vous voulez regarder. Je crois que c'est D50. Voilà, D50. Donc si vous voulez avoir plus d'informations et voir ce qu'ils font pratiquement, rendez-vous au stand D50. La sortie est par ici. Et je vous remercie de bien vouloir les applaudir une nouvelle fois. Merci. Merci à vous.